Bonjour Margot Maisonnier, merci d'avoir répondu du coup à cette interview qu'on réalise dans le cadre de Centrale Vapeur 10.1. Tu as réalisé l'affiche du festival de cette année. Il y a aussi une expo qui va se dérouler sur les quais des Bateliers. Et tu as aussi sorti Erstein Costis aux éditions Magnani en novembre 2021. On va commencer peut-être par un pitch de Erstein Costis. C'est l'histoire de Erstein qui, suite à la vue d'un prospectus pour l'hôtel Ersatz qui se situe à Middle of Nowhere, va décider d'y passer un bout de temps. Il va rencontrer du coup tous les salariés de l'hôtel qui vont principalement composer la vie du lieu. Ça va être un ouvrage du coup, oui, une déambulation entre les discussions entre les différents personnages qui habitent l'hôtel. T'avais quoi comme idée en tête quand t'as commencé l'écriture du coup de Erstein Costis? Alors, Ashton Costis, à la base, c'est largement inspiré de mon projet de diplôme qui s'appelait Le Chalet, qui était très rapidement, c'était l'histoire de plein de personnages dans une maison, dans le cadre d'une télé-réalité sans but. Donc déjà, c'était une cohabitation comme ça de plein de gens dans un endroit où il ne se passe absolument rien, avec un peu des personnalités similaires à celles des personnages d'Ashton Costis. Donc un peu des primos comme ça, pas hyper animés, ou un peu amers. Donc déjà ça c'était la base de Einstein. L'idée c'était de reprendre à peu près cette histoire de lieu global avec plusieurs personnages et de les faire cohabiter, de faire cohabiter plusieurs histoires. Voilà, c'est ça. Deux personnages dans une grande histoire. Et Einstein Costis, au final, c'est devenu un peu le prétexte à rencontrer tous les autres. Chose qu'il n'y avait pas dans le chalet avant. Ouais, du coup, effectivement, il y a une grande part d'absurde dans ton récit. Oh, il y a aussi pas mal de choses assez énigmatiques. Du coup, le personnage de Judy qui est repris durant la quatrième de couverture, qui dit mais ça finit comment du coup? Il y a une part d'étrange, d'absurde. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de narration? La poésie, sûrement, je Ouais. pense. Après, c'est ma façon d'écrire, donc je sais pas trop. Enfin, c'est pas un choix délibéré de ma part que ça Mm. devienne, que ça soit absurde. Je crois que ça vient un peu tout seul et il se trouve que c'est un registre qui me plaît assez. Je me verrais mal être plus littéral, ou ouais, plus littéral, c'était bien choisi comme mot. Voilà, pour raconter des histoires ou écrire des dialogues. C'est comme ça. Il y a des références, du coup, BD ou non, qui t'ont amené à, ce genre à avoir une obsession peut-être pour ce genre d'écriture. Bah oui, quand j'étais au lycée, quand je passais le bac, on avait étudié Fin de partie de Samuel Beckett et j'avais beaucoup aimé ce livre. C'était un peu une histoire de fin du monde aussi, de cohabitation de trois ou quatre personnages, je sais plus, dans un lieu clos comme ça, qui parlent enfin, de plein de choses de manière un peu poétique et absurde. J'avais beaucoup beaucoup aimé. Et du coup, suite à ça, j'ai lu d'autres choses de lui. Et après, non, c'est pas tant le monde de la BD parce que je suis très nulle en culture BD, je connais pas grand-chose, mais peut-être plus David Lynch, Wes Anderson aussi, plus le cinéma peut-être, même si encore une fois, je suis pas une craque de film non plus, je regarde pas du tout énormément, quoi. Ça arrive, mais c'est pas. Il y a, pareil, ça renforce du coup l'univers absurde, mais il y a pratiquement aucun de tes personnages qui n'a un physique humain. En tout cas, ils ont des physiques à la limite humanoïdes, mais c'est assez compliqué à définir comme humain. Ouais, je Ça, déforme. ça sort d'où tout ça? Ça part, il me semble, lorsque justement pour ce même projet de diplôme, le chalet, ou en tout cas vers la fin des arts déco, sûrement vers la quatrième, cinquième année, on cherche toujours un peu son style graphique quand on est aux arts déco. En tout cas pour ma part, ça s'est vraiment mis en place vers la quatrième année et je pense que les humains c'était suffisamment compliqué à dessiner, du coup c'était peut-être une parade un peu inconsciente de ma part pour éviter à me frotter à ça. Et ensuite, il y a simplement aussi, je pense, un plaisir qui est venu aussi à faire des formes et à se dire, bah, ça peut faire un personnage, quoi. Et ça me fait beaucoup rigoler. Ok. Parfois, ils ont l'air vraiment bêtes ou, ou pas, ouais, ou un peu empotés comme ça, Mhm. à défaut d'être amputés, n'est-ce pas? Si, bah, il y en a Mais aussi. ouais, oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, non, voilà, c'était ça. Il y a quand même Judy qui est un des seuls personnages, enfin qui est le personnage qui ressemblerait le plus à un humain. Alors il y a Tahiti, mais Tahiti on voit jamais son visage qui est caché sous son grand chapeau. Oui, un peu comme, tu sais, dans les Super Nanas, Oui, il y a la meuf la qui est secrétaire du maire. oui, Ouais. Mademoiselle Bellhomme, je crois, Mm. comme ça.
Bah, c'est ça, je crois que j'avais pensé un peu à ça. OK, Toujours d'accord. la tête en hors champ. Oui, c'est ça. Mais du coup, ouais, effectivement, Judy, c'est aussi le personnage donc qui essaye d'écrire une pièce de théâtre, qui bloque un peu sur la fin et qui va nous donner aussi peut-être aussi un élément de peut-être pas forcément de réponse, mais de compréhension dans l'univers de Hergé Costis, qui pose la question en fait, mais comment ça se finit? Et qu'au final, c'est peut-être pas si important de le comprendre, mais peut-être de se laisser porter. Tout à fait. Non, non, C'est mais oui, c'est ça. C'est carrément ça. Enfin, je sais pas trop si elle donne des clés ou pas. Après, il se trouve que moi, j'avais une trame globale pour cette histoire, des listes d'événements, enfin, voilà, qui devaient se succéder. Et Judy, je savais déjà qu'elle écrivait une pièce, mais je savais pas qu'elle allait raconter tout ça au mmh, début, enfin, lorsque j'ai commencé à dessiner et à écrire tout. Et en fait, j'ai une amie qui a lu après et qui m'a dit, mais en fait, c'est complètement une métaphore de toi, l'auteur, l'autrice, qui cherche la fin de son histoire et qui est un peu en galère, enfin moi ou d'autres mmh, auteurs certainement. Mais oui, clairement, il n'y a pas de... Ça peut être une clé sans en être une, c'est un peu mmh. comme on veut. OK. Voilà. En tout cas, si tu pas conscient de base, Non, même non, non, mais si, il y a plein de choses qui le sont pas trop. Tu vois, c'est comme mmh, même tu me demandais pour le registre absurde et tout. Ma foi, je sais pas trop. Des choses, c'est un peu comme ça vient. Il y mmh, a une partie qui est écrite et après je laisse aussi pas mal de place à tout ce qui est pas écrit ou pas dessiné pour me faire des petites surprises et, ça donne des petits... oui, du coup, t'as une Ça brode un peu vers trame, ailleurs, quoi, t'as parfois. des scènes globales, mais finalement l'écriture, tu le fais un peu au feeling. Ouais, voilà, j'ai les dialogues et ensuite, souvent, avant de faire la planche, je vais prendre un A4 pourri, enfin des papiers Mmh, pourris, et je vais faire des petites cases où je vais dispatcher les dialogues mmh, dans les cases, et ensuite, je vais faire des bonhommes bâtons pour savoir à peu près comment ça c'est foutu, comment ils sont mis dans les cases, les gens, ou pas, s'il y en a pas. Et après, quand je passe à la planche propre, je laisse aussi de la place à, comment on dit, l'improvisation. ouais, 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 ou des totalement. petites surprises, tu vois, où Mmh, je vais être là, ah tiens, cette réplique-là, je vais pas mettre le personnage qui l'a dit, ça me fait penser à ça, donc je vais plutôt mettre ça. Et je pense qu'après ça aussi, plein de personnes pourront faire des liens entre certains dialogues et certaines choses qui sont dans les cases. Or, c'est un peu de l'ordre inconscient, mmh, ouais. voilà. Mais après, c'est cool, hein, moi voilà. Bah, tiens, en parlant de dialogue, c'est vrai c'est un des éléments centraux, en fait, du récit. C'est principalement autour des dialogues que va avancer l'histoire. Donc pas mal de dialogues, absurdes, rigolos, un peu mélancoliques aussi, avec des décors qui sont extrêmement marqués. Il y a un côté théâtral là-dedans. Pareil, est-ce Ouais. que c'est conscient? Bah, je pense que ça fait écho à la référence de Beckett que je t'ai Mmh, donnée tout à l'heure. Après, je pense que c'est pas si conscient, mais comme je l'ai expliqué juste avant, tout le dessin est beaucoup basé sur les dialogues. Donc, ouais, je sais pas pourquoi c'est un pilier central, mmh, mais ouais, ça l'est dans le, le processus de création. Là, tu vois, j'essaye de faire une nouvelle histoire. Je suis en train d'écrire des dialogues. Enfin, ça mmh part de là. Mais et non, le ouais, théâtre, après, tu vois, à effectivement, part Samuel Beckett et deux, trois trucs, je suis pas du tout calé en mmh, théâtre non plus. OK. D'ailleurs, Ouais, je non, ne mais vais pas pas de plus souci. loin. Bah, ouais, du coup, effectivement, les dialogues, ils sont, extrêmement bien écrits. Tu les écris comment? C'est sympa. Euh, euh, bah, dans mon portable, j'ai une note infinie. Je pense qu'on est pas mal à avoir ça. Où il y a des mots, des phrases entendues ou des petits constats de choses. Souvent, ça peut partir de là. Enfin, c'est mon petit exercice. Mmh, Tu vois, je pars par exemple, une phrase que j'ai lue ou un mot. Je sais plus, par exemple, je crois qu'il y a un moment dans le livre, il y a Ludo qui dit que veux-tu, on ne rembobine pas avec la vie. Bah, ça, c'est un truc qui était écrit et ensuite j'ai brodé autour de ça, tu mmh vois. Et je pense que on ne rembobine pas avec la vie, il avait dû être prévu à plein d'endroits sauf à celui-là, et puis à un moment, c'est autour de ça que ça s'est brodé. J'ai l'impression que tout est fait de heureux hasard Non, dans mais cette tant histoire, mieux. mais tant mieux, ouais, tant mieux. Pareil au niveau du dessin, du graphisme, que tu as, c'est un graphisme qu'on voit pas souvent en BD, peut-être que ces inspirations, elles viennent d'ailleurs? Oui, sûrement. Sûrement, oui, sûrement. Je, comme je te disais tout à l'heure, je lis pas trop de BD, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise. Et non, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être
la peinture, donc tous les surréalistes de Chirico, Yves Tanguy, Dali, tout ça. Puis après, dans d'autres choses un peu plus dark, genre Francis Bacon et tout, j'aime bien aussi. Enfin, non, c'est peut-être plus la peinture qui m'inspire. Alors que, encore une fois, je vais pas au musée tous les jours. Je sais pas, c'est comme ça. Ok. Du coup, Ah si, j'ai ouais. oublié aussi, c'est ça j'avais dit la dernière fois. Moi j'aime bien quand je promène parce que je fais beaucoup ça pour aller réfléchir dehors et tout, et je fais un peu les mêmes chemins comme une mamie et tout, et souvent je prends des photos Mm. pourries. Mais au moins il y a, tu vois, ça peut être des objets ou une flaque ou genre des immeubles qui sont un peu bien mis à ce moment-là, et ça peut être aussi des supports. Après, j'ai beaucoup de mal à recopier, enfin recopier. Par exemple, je vais regarder une photo, ça va être ma source d'inspiration, et en fait, je vais complètement pas faire ce qu'il y a devant moi. Voilà, c'est un souci aussi. Ok. Tu vois, les croquis, tout ça, je ne sais pas faire. J'ai une concentration de fourmis, donc voilà, c'est pas grave. Du coup, effectivement, tu as des références assez diverses, pas forcément BD. Pourquoi tu as utilisé le média de la bande dessinée pour raconter tes histoires? Ça vient de quand j'écrivais mon mémoire aux Arts Déco. Quand je suis arrivée aux Arts Déco, déjà, j'ai découvert plein de choses, de BD contemporaines, notamment les éditions Frémok. Je me rappelle avoir eu entre les mains Les Hommes Loups de Dominique Goblet et avoir trouvé ça fantastique. Me dire que c'était super beau et qu'il se passait quelque chose, même s'il n'y avait pas de texte et que c'était simplement une succession, une séquence d'images comme ça. Et voilà, après, en première année, je ne me suis pas posé plus la question. Mais voilà, après, j'ai un peu poussé ma recherche vis-à-vis des éditions Frémok et la BD contemporaine, la BD contemplative ou les choses un peu plus plastiques comme ça. Et du coup, j'ai axé mon mémoire sur ce que j'avais appelé les mises en séquence bizarres. Donc, j'avais sélectionné plein d'ouvrages, la plupart de Frémok justement, et le but était d'étudier la séquence, donc la succession des images, et voir comment elles pouvaient faire sens ou pas, enfin, et comment ça racontait des histoires, même si c'était très loin d'une séquence classique de bande Mhm. dessinée. Et voilà, et mon constat suite à ça, c'était que ça me plaisait, mais moi j'aimais quand même beaucoup en tant que lectrice et que future autrice raconter et lire des histoires. Donc j'avais un peu Mhm. envie de trouver un entre-deux qui permettait une liberté graphique comme celle des bouquins de Framok, mais en même temps allié à ça du texte. Donc voilà, c'était tout mon projet de diplôme, le chalet, c'était sur la mise en place de cette espèce de système narratif un peu ambivalent et du coup, Erstein découlant de tout ça, c'est aussi ça. Ok. Du coup, l'employeur dans la bande dessinée, le patron de l'hôtel, on va dire, c'est un des seuls personnages qui a l'air heureux de son sort à l'hôtel. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est conscient? Encore cette question. Ouais, on va aller faire ma psychanalyse. Euh, non, je pense qu'il est un peu, il sait un peu le faire valoir de la tristesse des autres, tu sais, Hmm. mais j'ai pas trop fait exprès. Je m'étais demandé aussi, je pense, je me rappelle plus trop, mais j'ai dû me poser la question de est-ce que lui il raconte son histoire ou pas. Au final, bah non, ça a été évincé, donc non, je sais pas trop. Non. Non, mais je savais pas trop qui allait avoir quoi comme rôle enfin, au Hmm. début. Mais ça, c'est un peu des choses auxquelles j'aimerais remédier. Parce que parfois, le fait de pas de prévoir une ligne directrice, mais pas toutes les étapes du chemin, par moments, c'est vrai que ça fait des flottements. Autant ça peut découler sur des trucs super, mais parfois ça peut découler sur des longs moments de recherche et de pas d'idées, quoi. Ouais. Oui, de peine d'inspi Ouais, ou de. voilà, où t'es ah merde, putain, j'aurais dû baliser ce moment-là de l'histoire parce que là, je sais vraiment pas Hmm. où aller. Enfin, voilà. Ça s'est passé comment, les rencontres avec les éditions Magnani? Bah, c'était l'alignement des planètes complet quand j'ai passé mon diplôme, enfin juste avant, car il y a Jérémy Fischer qui est intervenu avec nous en cinquième année sur le second semestre, donc il nous a filé des coups de main si on voulait sur nos projets de diplôme. Et moi j'étais déjà donc sur cette BD, enfin le chalet. Et un jour, on avait rendez-vous pour débriefer un peu de ça, de ce projet. Et il m'avait dit, ouais, c'est vraiment chouette, tu devrais montrer ça à Julien Magnani et tout. Et moi, j'étais, ah ouais, ah, c'est ok, ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais en tête de passer mon diplôme et peut-être d'envoyer un mail après coup. Hmm. Et en fait, Jérémy Fischer, je pense, a montré mon Tumblr à Julien, tout ça. Enfin, il a fait ça sans que je le sache. Et un jour, j'ai Ah, c'est reçu chouette.
Comment? Oh, ouais, voilà, c'est ça. Et un jour, juste genre 2 jours après mon diplôme et tout, j'ai reçu un mail de Julien Magnani qui proposait qu'on se rencontre et tout. Et voilà, Ok, le début de l'aventure. trop bien. Ouais, c'était hyper heureux. Tu as aussi pas mal publié en micro-édition, notamment auprès des éditions Gargarisme. Tout à fait, tout à fait. Ça s'est passé comment les rencontres avec ces éditions? Bah ça, c'était quand j'étais à Angoulême et je promenais seule l'âme en peine dans la bulle du Nouveau Monde. Et là, j'ai vu le stand des éditions Gargaris et je me suis arrêtée, j'ai un peu tout regardé. Et c'était super. Et après, j'ai tchatché un peu avec Pierre Pedy. Et plus tard, on s'est rechecké à Strasbourg et il m'a dit ton taf est cool, viens, on fait un projet. Donc, on a commencé par des petites cartes en ISO, puis après, un petit livre qui s'appelle Balade en Caucasie. Et puis après, je sais pas, d'autres projets. Hmm. Plusieurs, enfin en duo avec d'autres personnes. Voilà, c'est super. Ouais. Bah tiens, en parlant de balade en Caucasie, c'est un petit fanzine en risographie qui, dans ses couleurs, ses ambiances, pareil, toujours les dialogues, a beaucoup de similitudes avec Erstein Costis. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ouvrages? Oui, oui, oui. C'était vraiment le. Bon, c'est une petite histoire après, mais c'est vraiment la transition entre le chalet et Erstein Costis. D'ailleurs, je crois que le patron de Erstein Costis, il est dans Balade en Caucasie, je crois. Oui, il y a Enfin, il me semble il y a que. deux personnages qui ont Ouais, voilà, enfin, déjà, il y a ça. le même Et, aspect. et voilà, non, après, oui, graphiquement, c'était un peu la transi, ouais. Après, bon, je pense que. Parce qu'encore une fois, ce projet de diplôme posait un peu les bases de ce que a commencé à être à peu près mon style d'autrice, j'imagine. Et puis après, ça évolue tout le temps. Hmm. Donc forcément, il y aura toujours un peu une petite ligne directrice. Mais ouais, c'était vraiment entre les deux. Tu nous as évoqué tout à l'heure que tu travaillais déjà sur ton prochain projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, euh, je pense que ça sera. C'est marrant, j'ai bien bossé aujourd'hui en plus. Après, ça se trouve, ça va pas être ça du tout, mais bon, quand même dire ça. Pour l'instant, j'imagine une histoire dans un bar un sud imaginaire de la France et d'avoir un troquet tenu par quelques personnes et ses habitués. Et à un moment, il y a un personnage, on va dire un job d'été qui débarque et qui vient un peu perturber la Hmm. situation, la situation. Voilà, et j'aimerais bien être un peu dans une ambiance de soap opéra à la The Office ou à la Malcolm, mais bon, Hmm. version absurde et version mon travail, quoi. Mais Ouais, bien sûr. voilà, un peu un truc comme ça où il y a plein de personnages. C'est une ambiance un peu moins solitaire que Erstein, par exemple. Tu vois, ils Hmm. seraient plus tous ensemble, moins tous éparpillés. Hmm. Voilà. Peut-être ça va s'appeler Angle mort, mais c'est pas sûr. D'accord. Ah, on a carrément le titre. Ouais, mais ça, tu sais, c'est dans ma liste de titres. J'ai une liste de plein de titres. Genre, Erstein Costis, c'était un titre qui date de 2014. Ok. Ouais. Parce que du coup, Einstein, bon, au pour les. début, c'était un personnage qui faisait des petites sculptures en chewing-gum sur les routes nationales et qui les vendait. Puis maintenant, D'accord. voilà. Non, ça m'a fait marrer aussi parce que, bon, déjà, Erstein, il y a une ville, pas très loin d'ici, qui s'appelle Erstein. Middle of Nowhere, ça fait extrêmement alsacien. N'est-ce pas? C'était voulu. Oui, Middle of Nowhere carrément. Et Erstein, pour la petite anecdote, Erstein Costis, j'étais chez mon copain de l'époque, j'attendais un colis pour lui, j'étais restée chez lui et je m'étais dit, vas-y, je vais bosser un peu. Et sur la table, il y avait une boîte de sucre, le sucre de Erstein, et il y avait une bouteille de vin où c'était genre le domaine machin de Costis, et du coup, ça a donné Erstein Costis, et je te en dirais quelqu'un. C'est devenu quelqu'un. Et ça, ouais, ça date, je sais pas, j'étais en deuxième année, donc c'était super Ok, longtemps. Voilà. trop marrant. Voilà, voilà. Sponsor Alsace, dans le cœur. Si tu avais une bande dessinée à nous conseiller, ce serait quoi? Bah, du coup, la dernière que j'ai lue, qui était Shanghai Chagrin de Léopold Prud'homme, que j'ai trouvé très belle, très émouvante, et, euh, et voilà. Ouais, tu peux Et nous. impressionnante aussi de par les dessins. Parce que moi, je serais vraiment incapable de faire ça. Du coup, j'étais en sincère admiration devant le travail de Léopold. Surtout, je sais plus, dans un podcast là, sur France Culture, il disait qu'il était parti avec un seul carnet
et qu'il avait tout fait sur le vif et qu'après, il avait qu'un seul carnet, donc il était sur un Moleskine, je crois, et les pages étaient hyper fines, et du coup, à un moment, il a été obligé d'aller au verso de chaque page ou au recto parce qu'il avait plus assez de pages, et du coup, enfin voilà, il a saturé son carnet de dessins, d'observations tous les jours et tout, et ça, déjà, moi, ça suffit à me transporter, et après, bah voilà, il parle de sujets hyper intimes, et ça Trop bien. voilà. Une dernière question pour finir, ça représente quoi pour toi d'abord le festival de Centrale Vapeur et ensuite l'association Centrale Vapeur? Bah, moi, j'ai toujours connu Central Vapeur depuis que je suis arrivée aux Arts Déco. Enfin, j'ai toujours fréquenté le festival quand j'étais élève. Et puis, j'ai plus découvert l'asso après l'école. Et même si je suis pas souvent, je suis pas la personne la plus investie du tout dans cet asso, je sais qu'ils sont là, qu'ils font des choses et que c'est un peu comme une famille de dessineux qui sont pas très loin si jamais on a envie, quoi, Mm. ou besoin. Mm. Voilà, puis c'est que des gens super. Ouais, du coup, j'en profite pour dire un gros merci parce qu'ils m'ont quand même sponsorisé toute l'année 2021. Voilà, c'est super cool de leur part. Voilà. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Et, euh, et voilà, on va s'arrêter ici.